Paie 2 000 € de loyer ou dégage et ne reviens jamais. M'a hurlé mon père devant 30 personnes à l'anniversaire de maman. Mon frère a ricané, bonne chance, petite sœur. J'ai pris mes affaires, emménagé dans mon appartement secret, et coupé tous les ponts. Je m'appelle Éléonore, j'ai 30 ans, et je n'aurais jamais cru que ma propre famille transformerait une célébration en une humiliation publique. Paie 2 000 € de loyer ou dégage et ne reviens jamais. C'est ce que mon père m'a hurlé au visage, devant 30 personnes, le soir de l'anniversaire de ma mère. Mon frère a ricané, bonne chance, petite sœur. J'ai pris mes affaires, j'ai emménagé dans mon appartement secret et j'ai coupé tous les ponts, prête à exposer leurs terribles secrets. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivée là, et la justice que j'ai obtenue, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. La salle de réception du Grand Monarque, le restaurant le plus chic de Tours, baignait dans une lumière dorée. J'avais passé des semaines à tout orchestrer. Je me souvenais des appels interminables avec le traiteur pour m'assurer que le plat de poisson de ma mère serait parfait, de mes visites chez le fleuriste pour choisir la nuance exacte de pivoine qu'elle aimait tant. Chaque détail, du velours des chaises à la playlist de jazz feutré, était le fruit de mon travail, de mon désir de lui offrir une soirée inoubliable pour ses 60 ans. J'avais payé l'acompte conséquent avec l'argent de mes primes, cet argent que je prétendais dépenser en formation professionnelle le week-end. En réalité, c'était ma caisse noire, ma porte de sortie. Debout près de l'entrée, dans ma robe la plus simple, je me sentais comme un membre du personnel. J'accueillais les invités avec un sourire crispé, tandis que mes parents, Gérard et Martine, paradaient au centre de la pièce. Ils ne m'ont pas adressé un regard. Toute leur attention était concentrée sur mon frère aîné, Augustin. Lui, l'ingénieur brillant, leur fierté, leur chef-d'œuvre. Mon père lui donnait de grandes claques dans le dos en le présentant à ses relations. Mon fils, Augustin, une tête, je vous le dis. Il vient d'obtenir une promotion incroyable. Ma mère le couvait du regard, rayonnante, comme si elle l'avait mis au monde une seconde fois. Un cousin éloigné s'est approché de moi, une coupe de champagne vide à la main. Éléonore, tu es un ange, tu peux me resservir ? Il m'avait prise pour une serveuse. J'ai souri, un sourire qui ne dépassait pas mes lèvres. Je ne travaille pas ici, Marc. Mais le bar est juste là. Son visage a montré un éclair de confusion, puis il a tourné les talons sans un mot d'excuse. C'était l'histoire de ma vie. Être l'architecte invisible, la technicienne de l'ombre qui s'assure que le spectacle se déroule sans accroc, mais qui n'est jamais invitée sur scène. Je me suis assise à la place qu'on m'avait assignée, tout au bout de la longue table rectangulaire, près des cuisines. La place des enfants, ou des invités de second rang. De là, je pouvais voir toute la scène. Je voyais ma mère ouvrir ses cadeaux, s'extasier sur la montre de luxe offerte par Augustin, un cadeau ostentatoire qui criait son succès. Mon cadeau, un album photo que j'avais passé des heures à assembler, rempli de souvenirs de son enfance à elle, a été mis de côté avec un « oh, c'est gentil », distrait. Je fixais mon assiette, remuant le contenu avec ma fourchette. Ce sentiment, ce n'était pas de la jalousie. C'était un chagrin ancien, une blessure qui ne se refermait jamais. Je me suis souvenu de mes 18 ans. J'avais eu la meilleure note du département au baccalauréat. J'étais rentrée à la maison, le cœur battant, brandissant mon relevé de notes. Mon père l'avait regardé, avait hoché la tête. « C'est bien », avait-il dit, avant de se tourner vers Augustin. « Alors, cette voiture, tu as choisi la couleur ?» J'étais devenue invisible ce jour-là. Et je ne suis jamais vraiment redevenue visible à leurs yeux depuis. La soirée avançait, le volume sonore augmentait avec la quantité de champagne consommée. J'ai croisé le regard de mon père à travers la table. J'ai esquissé un petit sourire, espérant un signe de reconnaissance, un merci pour cette soirée. Il a froncé les sourcils, comme s'il se demandait ce que je faisais là, puis son regard a glissé sur moi pour se poser sur quelqu'un de plus intéressant. C'est là qu'il s'est levé. Le verre à la main, le visage congestionné par le vin et une colère que je ne comprenais pas encore. Il a attendu que le silence se fasse. Et puis, il a pointé son doigt vers moi. Un doigt accusateur, tremblant.
Éléonore. Ma voix a résonné comme un coup de fouet. Tu as 30 ans. 30 ans. Et tu vis encore sous notre toit, comme une enfant. Les murmures se sont tus. On aurait pu entendre une mouche voler. Cette situation a assez duré. J'ai pris une décision. À partir du mois prochain, tu nous paieras un loyer. 2000 € par mois. Le chiffre est tombé comme une pierre dans un lac gelé. 2000 €. C'était plus de la moitié de mon salaire net. C'était impossible. Il a continué, sa voix montant en puissance. C'est ça, où tu prends tes affaires, tu dégages. Et tu ne remets plus jamais les pieds chez nous. C'est clair? Le silence était total. 30 pères Dieu me dévisageaient. J'étais seule, exposée, jugée. Mon frère, Augustin, a pris une gorgée de vin, un sourire mauvais aux lèvres. Bonne chance, petite sœur, a-t-il articulé, assez fort pour que les voisins de table entendent. C'était la goutte d'eau. L'humiliation de trop. Mes joues me brûlaient, mais à l'intérieur, une étrange froideur s'est installée. Il pensait m'avoir piégée. Il pensait m'avoir brisée. Il ne savait pas qu'il venait de me donner exactement ce dont j'avais besoin, la permission de partir. La justification pour enfin exécuter le plan que je préparais dans l'ombre depuis des années. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas cherché le regard de ma mère, sachant que je n'y trouverais aucune aide, seulement de la gêne et peut-être une once de pitié lâche. J'ai délicatement posé ma fourchette et mon couteau en travers de mon assiette. J'ai plié ma serviette. J'ai attrapé mon sac et mon manteau. Chaque geste était lent, délibéré. Je leur offrais un spectacle, mais pas celui qu'ils attendaient. Pas le spectacle d'une fille en larmes, mais celui d'une femme qui prend son destin en main. Je me suis levée, et d'une voix claire qui ne tremblait pas, j'ai dit « Joyeux anniversaire, maman ». Puis, j'ai tourné le dos à cette table, à cette famille, et je suis sortie du restaurant sans un regard en arrière. L'air frais de la nuit m'a saisi, mais il était vivifiant. Dans la voiture, mes mains ne tremblaient pas sur le volant. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais étrangement calme, comme un soldat qui connaît sa mission. La route qui s'étendait devant moi ne menait pas à la maison de mon enfance, ce lieu de cohabitation silencieuse et de déception constante. Elle menait à mon avenir. J'ai roulé jusqu'à Saint-Cyr-sur-Loire, un quartier tranquille de l'autre côté de la Loire. Je me suis garé devant un petit immeuble des années 70, sans charme particulier, mais solide. J'ai gravi les escaliers jusqu'au 2e étage. La clé a tourné dans la serrure avec un clic satisfaisant. C'était le son de la liberté. Mon appartement. Mon sanctuaire. Il était encore rempli de cartons, mais c'était mon chaos à moi. L'acheter avait été un combat secret, une rébellion silencieuse. Pendant 5 ans, chaque euro avait été compté. Mon travail d'analyste financière payait bien, mais une grande partie de mon salaire partait dans les charges familiales que mes parents m'imposaient subtilement. Alors, j'avais trouvé une autre source de revenus, je faisais de la comptabilité en freelance le soir et les week-ends. À mes parents, je disais que je suivais des cours du soir pour progresser dans ma carrière. Ils aimaient cette idée, tant qu'elle ne menaçait pas leur confort. J'ai repensé à tous les sacrifices. Les sorties avec des amis que je déclinais, prétextant un surcroît de travail. Les vacances que je ne prenais jamais. La vieille voiture que je continuais de conduire alors que j'aurais pu m'en offrir une nouvelle. Tout cela, pour ce moment. Pour avoir un endroit où atterrir le jour où je serais enfin poussée hors du nid. Je me suis assise par terre, le dos contre un mur froid. Le silence était assourdissant après le brouhaha du restaurant. Dans ce silence, les fantômes du passé sont revenus me hanter. Pas les grandes trahisons, mais la multitude de petites coupures, les micro-agressions quotidiennes qui, accumulées, avaient saigné mon estime de moi. Je me suis revue à 16 ans. Pour son anniversaire, Augustin avait eu un scooter neuf. Quand mon tour est venu, 6 mois plus tard, j'avais rêvé d'un ordinateur portable pour mes études. J'avais eu un pull. Un joli pull, certes, mais qui criait « Tu es une fille studieuse, pas besoin de gadgets coûteux ». Je me suis souvenu d'une discussion surprise à table, un soir. Mon père avait annoncé fièrement « Augustin va faire un stage de 6 mois à Montréal. On va l'aider pour le billet d'avion et le logement.
J'étais heureuse pour mon frère. Mais quand, un an plus tard, j'ai émis le souhait de faire un semestre d'études à Madrid, ma mère avait soupiré. Oh, Éléonore, l'Espagne, c'est si loin. Et puis, on a eu beaucoup de frais avec le stage d'Augustin, on doit se serrer la ceinture. Le message était clair, ses ambitions à lui étaient des investissements. Les miennes étaient des dépenses superflues. J'avais payé sans cesse, espérant acheter leur affection, ou du moins, leur respect. J'avais payé la nouvelle chaudière quand l'ancienne était tombée en panne. J'avais payé les lunettes de ma mère. J'avais même payé une partie du mariage extravagant de mon cousin, parce que mes parents trouvaient que ça ne se faisait pas de ne pas participer généreusement. Et à chaque fois, ils empochaient l'argent avec un « merci » distrait, comme si cela leur était dû. La fête de ce soir, c'était la dernière pièce du puzzle. Ma tentative ultime. Et leur réponse, cette demande de loyer brutale, était la confirmation finale. Je n'étais pas leur fille. J'étais une ressource. Et maintenant que la ressource commençait à vouloir exister par elle-même, il fallait la taxer ou la jeter. Un long frisson m'a parcouru. J'étais libre, mais j'étais seule. J'ai attrapé mon téléphone, pas pour appeler quelqu'un, mais juste pour sentir une connexion avec le monde extérieur. Je l'ai allumé pour programmer mon réveil. Un nouveau jour, une nouvelle vie. C'est là qu'une notification est apparue sur l'écran verrouillé. Une alerte de mon application bancaire. Une alerte concernant le compte joint que j'avais oublié de fermer. Et en lisant la courte ligne de texte, j'ai compris que quitter la maison n'était que la première étape. La véritable guerre pour ma liberté ne faisait que commencer. La notification indiquait un paiement par carte de 48,90 € dans une pizzeria de la banlieue de Tours. Une pizzeria où je n'avais jamais mis les pieds. Le paiement avait eu lieu il y a moins d'une heure. Alors que j'étais encore au restaurant, subissant l'humiliation publique. L'image m'a frappé, pendant que j'étais au bord des larmes, Augustin, ou peut-être l'un de mes parents, se commandait une pizza avec mon argent. C'était si mesquin, si trivial, que c'en était presque plus insultant que la demande de loyer. Une rage froide et lucide a remplacé le choc. J'ai attrapé mon ordinateur portable. Fini la stratégie de la fuite. C'était l'heure de la contre-offensive. J'ai ouvert un tableur et j'ai listé toutes les connexions financières qui me liaient encore à eux. C'était ma checklist de la libération. Le premier sur la liste, le compte joint. Je me suis connecté à mon espace bancaire. J'ai vu la pizza, puis en remontant, j'ai vu un achat de jeux vidéo de 80 €, un plein d'essence, des courses au supermarché où je ne vais jamais. Des centaines d'euros chaque mois, siphonnés discrètement. J'ai cliqué sur l'option « Fermer le compte ». La procédure en ligne était complexe, mais j'ai persisté. J'ai téléchargé les formulaires, je les ai remplis numériquement. Demain, à la première heure, je les déposerai à la banque. Numéro 2, Internet et le téléphone fixe. Le contrat était à mon nom. J'ai trouvé le numéro du service client. Après 20 minutes d'une musique d'attente insupportable, j'ai eu un conseiller. J'ai été poli, mais ferme. Je déménage. Je souhaite la résiliation immédiate de la ligne. Il a essayé de me retenir. Mais madame, nous avons une offre spéciale pour vous. Je l'ai interrompu. Non, merci. Résiliation. Immédiate. J'ai presque souri en imaginant la panique d'Augustin le lendemain, privé de sa connexion au débit pour ses jeux en ligne. Comme prévu, moins d'une heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de lui. Y a plus net. Règle CA. Pas de ponctuation, pas de formule de politesse. Un ordre. J'ai savouré ma réponse. Chaque lettre était une petite victoire. Ce n'est plus mon problème. Numéro 3, l'électricité. Encore à mon nom. Même procédure. Numéro 4, l'assurance habitation. Pareil. J'étais un bulldozer, détruisant systématiquement tous les ponts financiers. Au milieu de cette purge, alors que j'attendais au téléphone pour le service des eaux, une vague de tristesse m'a submergé. Chaque contrat que je résiliais était un lien que je coupais. Un lien que j'avais passé ma vie à essayer de renforcer.
Une partie de moi, la petite fille qui voulait juste plaire à ses parents, pleurait en silence. Tu es sûr? C'est irréversible. Tu vas leur faire du mal. J'ai fermé les yeux, et j'ai revu le visage de mon père, tordu par la colère. J'ai revu le ricanement de mon frère. Ce n'était pas moi qui leur faisais du mal. Je me sauvais. Je me protégeais. Le mal était déjà fait, et il venait d'eux. Je me demande ce que vous auriez fait. Auriez-vous eu la même détermination, ou est-ce que la culpabilité vous aurait fait hésiter? Mettez votre opinion dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à ressentir ça. J'ai finalement eu le conseiller pour le service des eaux. La dernière chaîne visible était brisée. Je me sentais plus légère. Épuisée, mais légère. Je suis retournée sur le site de la banque, pour télécharger un dernier relevé du compte joint, pour mes archives. Par acquis de conscience, j'ai décidé de remonter plus loin dans le temps. Pas seulement quelques semaines, mais plusieurs mois. Je voulais voir quand le pillage avait vraiment commencé. Je faisais défiler les pages, les dépenses, les retraits. Et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas une petite dépense. C'était une ligne de crédit, un virement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, versé sur le compte 6 mois plus tôt. Le libellé était technique, déblocage de fonds, prêt personnel numéro 7B4-88A. Un prêt? Je n'avais jamais demandé de prêt de ma vie. Mon cœur s'est mis à marteler ma poitrine. J'ai cliqué pour ouvrir le document contractuel lié à cette transaction. Une page s'est chargée lentement, très lentement. Le nom de l'emprunteur est apparu en premier. Éléonore Martin. Mon nom. Et juste en dessous, le montant. Le montant qui a fait basculer ma vie de drame familial en cauchemar financier. 50 000 euros. 50 000 euros. Le chiffre clignotait sur l'écran de mon ordinateur, irréel. 50 000 euros. Une somme qui représentait pour moi une montagne, un horizon lointain de sécurité financière que je n'espérais atteindre qu'après des décennies de travail. Et là, cette montagne était devenue une dette. Ma dette. J'ai parcouru le document en diagonale, mon cerveau refusant d'enregistrer les détails. Contrat de prêt à la consommation. Organisme de crédit en ligne. Taux d'intérêt exorbitant. Et tout en bas, une signature électronique, Martin. Ce n'était pas la mienne. Le style était proche, mais il manquait la boucle que je fais toujours à la fin de mon nom. C'était une imitation. Une imitation grossière, mais apparemment suffisante pour tromper un système automatisé. Le déni initial a laissé place à une prise de conscience brutale, comme une vague d'eau glacée. Qui avait fait ça? La réponse était aussi évidente que douloureuse. Mon père. Gérard. Lui qui gardait des copies de tous mes documents officiels dans son bureau, au cas où. Ma carte d'identité, mes bulletins de salaire, mon avis d'imposition. Il avait tout ce qu'il fallait pour monter un dossier en mon nom. Il avait utilisé la confiance que je lui portais, la confiance aveugle d'une fille envers son père, comme une arme contre moi. La nausée m'a prise à la gorge. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. C'était une réaction physique à la trahison psychologique. Ce n'était plus une question d'être ignoré ou exploité. C'était un acte criminel. Il m'avait délibérément enchaîné à une dette monstrueuse pour, sans doute, régler les siennes. C'était ça, la raison de sa colère, de son désespoir. Il était piégé et il avait décidé de m'entraîner dans sa chute. Les mains tremblantes, je suis retournée à mon ordinateur. Il fallait que je sache. J'ai appelé le service client de l'organisme de crédit. Ma voix était un filet rauque. J'ai donné le numéro de dossier, prétendant avoir des questions sur mon échéancier. La femme à l'autre bout du fil était d'une efficacité redoutable. Oui, Madame Martin. Le prêt de 50 000 euros a été débloqué le 15 mars. Les prélèvements mensuels de 985 euros devaient commencer en avril. Nous avons eu 2 rejets de prélèvements consécutifs. Votre dossier a été transmis à notre service de recouvrement. Vous êtes en situation de défaut de paiement. Les mots techniques qu'en tant qu'analyste financière je connaissais si bien prenaient une dimension terrifiante. Défaut de paiement. Fichage à la Banque de France. Interdit bancaire.
Ma carrière était basée sur la confiance, sur une réputation d'intégrité. Tout cela pouvait être anéanti. Mais ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur, ai-je balbutié. L'erreur vient des rejets de prélèvement, madame. Le dossier, lui, est parfaitement en règle. Toutes les pièces justificatives ont été fournies. Sa voix était dénuée de toute compassion. Pour elle, j'étais juste un numéro de dossier en rouge. C'est une fraude. Quelqu'un a usurpé mon identité, ai-je fini par hurler, les larmes coulant sur mes joues. Il y a eu un silence. Puis, le ton de la conseillère s'est fait plus prudent. Si vous prétendez être victime d'une fraude, madame, la procédure est claire. Vous devez immédiatement vous rendre au commissariat de police pour déposer une plainte. Ensuite, vous nous transmettrez une copie du procès-verbal. Une enquête sera alors ouverte. Raccroché. Les mots tournaient en boucle dans ma tête. Déposer plainte. Une plainte contre X, mais je savais très bien qui était X. C'était mon propre père. Aller voir la police et dire « Mon père est un escroc. Il m'a volé 50 000 €. » C'était signer l'arrêt de mort de ce qui restait de notre famille. C'était déclencher une guerre nucléaire. Je me suis laissé glisser le long du mur. J'étais face à un choix impossible. Soit je me laissais écraser par la dette, et je passais les 10 prochaines années de ma vie à rembourser un argent que je n'avais jamais touché, ruinant au passage ma carrière. Soit je dénonçais mon père, et je devenais la paria, celle qui avait envoyé son propre géniteur devant la justice. Dans les deux cas, j'avais perdu. Il m'avait parfaitement piégé. J'ai enfoui ma tête dans mes mains, secouée de sanglots. La solitude était totale, absolue. Je n'avais personne vers qui me tourner. Personne à qui parler. C'était moi contre eux, et ils avaient une longueur d'avance. Ils m'avaient mis KO avant même que le combat ne commence. C'est à ce moment de désespoir total, alors que l'aube commençait à peine à poindre derrière les fenêtres, que mon téléphone a sonné. Une sonnerie stridente dans le silence de mort de l'appartement. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché, sans même savoir pourquoi. Peut-être parce que n'importe quelle voix humaine valait mieux que le silence de mes pensées. Et la voix que j'ai entendue, une voix que j'associais au dimanche de mon enfance et au gâteau fait maison, allait me donner une raison de me relever et de me battre. Allô, Éléonore ? C'est ta tante, Sylviane. La voix de Sylviane, la sœur de ma mère, était comme une tasse de thé chaud par un jour de pluie. Elle était la seule dans la famille à m'avoir toujours semblé normale. Elle vivait à la campagne, à 1 heure de Tours, et ses visites étaient rares. Mes parents la trouvaient un peu trop franche, un peu trop curieuse. Aujourd'hui, je comprenais pourquoi. Elle voyait clair dans leur jeu. Tante Sylviane ? Je suis surprise. Comment as-tu eu ce numéro ? C'était le numéro de mon téléphone professionnel, que je ne leur avais jamais donné. Ta grand-mère, Madeleine, était une femme pleine de sagesse, sa voix s'est adoucie. Il y a 2 ans, avant de nous quitter, elle m'a donné ce numéro en me faisant jurer de ne l'utiliser que si je sentais que tu étais en danger imminent. Ta mère m'a appelé ce matin, hystérique, en disant que tu avais fait une crise et que tu avais fui. Je n'ai pas cru un mot de son histoire. J'ai senti que le danger était là. J'arrive à Tours. Donne-moi ton adresse. 1 heure plus tard, elle était là, dans mon appartement en désordre, une grande thermos de café à la main et une expression déterminée sur le visage. Je lui ai tout raconté, en pleurant, en m'interrompant. Le restaurant, le loyer, les factures, et finalement, le prêt de 50 000 €. Elle m'a écouté sans un mot, en me tendant des mouchoirs. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit « je n'en reviens pas » ou « c'est impossible ». Elle a simplement dit « je m'en doutais ». Pas à ce point, mais je savais que Gérard était un homme malhonnête et désespéré. Elle a ouvert le grand sac en toile qu'elle avait posé à côté d'elle et en a sorti une chemise cartonnée. Ta grand-mère aussi s'en doutait. Elle voyait comment il te traitait. Elle a commencé à rassembler des choses. Pour toi. Elle m'a tout confié avant de mourir, en me disant de te le donner le jour où tu serais prête à ouvrir les yeux. Elle a posé sur la table le premier document. Une offre d'emploi. Un poste de rêve dans une start-up en pleine croissance à Nantes. Datant d'1 an.
Le salaire me fit halter. Il aurait changé ma vie. Ils t'avaient repéré sur LinkedIn, a expliqué Sylviane. Ils t'ont contacté. Et c'est ton père qui a répondu. Elle a sorti une deuxième liasse de papier. Des impressions de mai. Je lisais, incrédule. Mon père, se faisant passer pour moi, déclinant l'offre. Éléonore est très attachée à sa région et à sa famille, un déménagement est inenvisageable. Un email d'Augustin, en copie, ajoutait, de toute façon, avec son caractère, elle n'aurait jamais tenu à un poste à responsabilité. La douleur était si vive qu'elle en était physique. Ce n'était plus seulement de l'argent. C'était mon avenir. Mon potentiel. Ma confiance en moi. Ils avaient tout saboté, méticuleusement, dans mon dos. Comment, fut le seul mot que j'ai pu prononcer. La dernière fois que Gérard et Augustin sont allés voir Madeleine, ils ont utilisé son vieil ordinateur. Ils ont oublié de fermer leur session de messagerie. Ta grand-mère était peut-être âgée, mais elle n'était pas idiote. Elle a tout lu. Tout imprimé. Mon cœur s'est serré d'amour et de gratitude pour cette femme incroyable. Même après sa mort, elle veilla encore sur moi. Sylviane a sorti un dernier document. Une copie du testament de Madeleine, annoté. Elle t'a laissé une somme d'argent, Éléonore. Pas énorme, mais assez pour t'aider à démarrer. Un fonds en fiducie. Bien sûr, ton père a immédiatement contesté le testament, trouvant un vice de forme pour tout bloquer. Il t'a dit qu'elle ne t'avait laissé que quelques babioles, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, incapable de parler. C'était un mensonge de plus. Sylviane a alors sorti une petite carte de visite de son portefeuille et l'a fait glisser sur la table vers moi. Le nom imprimé dessus était « Maître Renaud, avocate au barreau de Tours ». C'est l'avocate de ta grand-mère. C'est elle qui gère la succession. Madeleine lui a tout dit. Tout. Elle connaît l'histoire du testament, elle a des soupçons sur les magouilles de ton père. Elle n'attendait qu'une chose, que tu l'appelles. Que tu sois enfin prête à te battre. Sylviane a pris mes mains dans les siennes. Ses yeux étaient brillants. Tu n'es pas seule dans cette histoire, Éléonore. Tu ne l'as jamais été. Ta grand-mère est avec toi. Et je suis avec toi. Maintenant, prends ce téléphone et appelle cette avocate. Montre-leur de qui tu es la petite fille. J'ai regardé la carte, puis les documents étalés sur ma table. C'était l'arsenal que ma grand-mère m'avait laissé. Les munitions pour ma guerre d'indépendance. La peur qui m'avait paralysée commençait à se transformer en une force nouvelle. Une détermination froide et implacable. J'ai pris le téléphone. La fuite était terminée. Le combat pour la justice commençait. Mon premier entretien avec Maître Renaud a été une révélation. C'était une femme d'une 60aine d'années, avec des yeux vifs et un esprit aussi aiguisé qu'un scalpel. Pour la première fois, je racontais mon histoire à quelqu'un qui ne me jugeait pas, qui ne me plaignait pas, mais qui analysait les faits avec une précision chirurgicale. Elle a écouté mon récit, examiné les documents de ma grand-mère, et a hoché la tête. C'est un dossier solide. L'usurpation d'identité pour le prêt est une infraction pénale grave. Le sabotage de votre carrière est plus difficile à prouver, mais il établit un contexte de malveillance. L'abus de confiance d'Augustin est flagrant. Sa stratégie était claire. D'abord, une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un tir de semonce. Nous y exposions tous les faits, toutes les preuves, et nous exigions la reconnaissance de la fraude du prêt et le remboursement des sommes détournées par Augustin, sous peine de poursuites judiciaires immédiates. J'ai passé la soirée à rédiger l'email qui accompagnait la lettre officielle, comme me l'avait conseillé l'avocate. C'était l'acte le plus difficile de ma vie. Mettre des mots sur leur trahison, noir sur blanc. Chaque phrase était une accusation, chaque pièce jointe une condamnation. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai eu l'impression d'avoir appuyé sur le bouton de lancement d'un missile nucléaire. Je m'attendais à une explosion de colère de mon père, ou à un déni méprisant d'Augustin. Mais la première réaction est venue de ma mère, Martine. Et elle n'a pas utilisé la force, mais le poison. Son appel est arrivé le lendemain matin. Sa voix était brisée par les sanglots. C'était une performance digne d'une grande tragédienne.
Éléonore, ma chérie. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu écrire des choses pareilles? Ton père, il est effondré. Il n'a pas dormi de la nuit. Tu l'as détruit. Je suis restée silencieuse, me souvenant du conseil de maître Renaud, ne vous justifiez pas. Ne débattez pas, écoutez. Il a peut-être fait une erreur, a-t-elle continué, sa voix devenant un murmure conspirateur. Mais c'était pour nous. Pour la famille. Il avait des soucis, des pressions que tu ne peux pas comprendre. Il voulait juste nous maintenir à flot. Il a agi par amour, Éléonore. Par amour pour nous. Par amour. Le mot était tellement obscène dans sa bouche que j'ai failli éclater d'un rire hystérique. Saboter la carrière de sa fille par amour? L'enchaîner à 50 000 € de dette par amour? Voyant que son argumentaire ne prenait pas, elle a changé de tactique. Elle a fait appel à la culpabilité, son arme de prédilection. Et tu penses à moi, dans tout ça? Tu penses à ta mère? Je suis au milieu, déchirée. Tu me forces à choisir entre mon mari et ma fille. C'est une torture. Tu nous exposes à la honte, au scandale. Qu'est-ce que les gens vont dire? La famille Martin, une famille de voleurs et de délateurs. C'est ça que tu veux? Que tout le monde nous pointe du doigt? Chaque mot était conçu pour me faire sentir petite, méchante, égoïste. La petite fille en moi, celle qui avait passé sa vie à essayer d'éviter les conflits, à faire plaisir, se recroquevillait de douleur. Puis est venue la dernière attaque, la plus venimeuse. Au fond, tu sais, l'argent, ce n'est que de l'argent. Ça va, ça vient. Mais la famille, c'est pour la vie. Tu es en train de tout briser pour des chiffres sur un relevé de compte. Tu es jeune, tu es intelligente, tu en gagneras d'autres, de l'argent. Mais une famille, quand tu l'as perdue, c'est pour toujours. Réfléchis bien, Éléonore. Est-ce que ta vengeance vaut vraiment ce prix? Elle a terminé sa tirade par une nouvelle salve de sanglots. C'était un chantage affectif de la plus vile espèce. Elle me demandait de fermer les yeux, d'accepter d'être la victime sacrifiée sur l'autel de leur tranquillité et de leur réputation. Une image m'est revenue en tête, le visage de ma grand-mère, Madeleine, le jour où elle m'avait offert mon premier livre sérieux. Elle m'avait dit, n'oublie jamais, Éléonore, que la seule personne avec qui tu es absolument certaine de passer le reste de ta vie, c'est toi-même. Alors, traite-toi avec respect. Respect. Ce mot a résonné en moi comme un gong. Accepter leur marché, c'était me trahir moi-même de la façon la plus fondamentale qui soit. Ma voix était un murmure, mais elle était stable. Maman. J'ai une question pour toi. Quand tu as vu l'offre d'emploi de Nantes, qu'est-ce que tu as pensé? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence qui était un aveu. Je vois, ai-je continué. Tu n'as pas à choisir entre ton mari et ta fille. Tu as déjà choisi il y a bien longtemps. Tu as choisi de te taire. Adieu, maman. J'ai raccroché. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai vomi à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était comme si je rejetais 30 années de poison. La guerre psychologique était déclarée. Et j'étais bien décidée à ne pas la perdre. Le silence qui a suivi mon appel avec ma mère était assourdissant. Pendant une semaine, je n'ai eu aucune nouvelle. Ni de mes parents, ni d'Augustin, ni de leur avocat. Maître Renaud m'a expliqué que c'était une tactique classique, le silence radio pour laisser la pression monter, pour me faire douter et espérer que j'abandonne. Mais je ne doutais plus. J'étais en colère, et ma colère était devenue un moteur. L'attente était cependant insupportable. Je ne pouvais pas commencer à chercher un nouveau travail, je ne pouvais pas planifier mon avenir, tant que cette affaire n'était pas réglée. J'avais l'impression d'être dans un entre-deux, un purgatoire juridique. Il fallait que ça bouge. J'ai décidé de provoquer l'électrochoc. Un samedi après-midi, sans prévenir, je suis retournée à la maison familiale. J'ai utilisé ma vieille clé. Le fait qu'ils n'aient même pas pensé à changer les serrures en disait long sur leur arrogance. Ils ne me prenaient toujours pas au sérieux. Je les ai trouvés dans le salon, figés dans leur routine du week-end. Mon père, affalé dans son fauteuil avec le journal sportif.
Ma mère, devant une émission de télé-réalité stupide. Augustin, sur son ordinateur portable, probablement en train de jouer en ligne. Ma présence soudaine a eu l'effet d'une décharge électrique. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. La surprise, l'incompréhension, puis une hostilité non dissimulée. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» a craché Augustin, en se levant à moitié de son canapé. Je n'ai pas répondu. Je me suis avancé vers la table basse, et j'y ai déposé, une par une, les copies des preuves. Le contrat de prêt avec ma signature imitée. Les relevés du compte joint, avec ses dépenses surlignées en jaune. Les emails imprimés concernant l'offre d'emploi de Nantes. Le testament annoté de ma grand-mère. Chaque document tombait sur le bois avec un bruit mat et accusateur. « Je suis venu vous dire que le jeu est terminé », ai-je déclaré, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. J'ai planté mon regard dans celui de mon père. « Tu as commis un crime, papa. L'usurpation d'identité est passible de prison. Tu as pris mon nom, mon avenir, et tu l'as sali pour couvrir tes propres échecs. Je sais tout. » Son visage, d'habitude si rougeau, est devenu cireux. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je me suis tourné vers Augustin. « Et toi ? Le fils prodige. Tu n'es qu'un petit voleur. Tu as pioché dans mes économies comme un enfant dans une boîte de bonbons. Tu as profité de ma gentillesse et de ma confiance. C'est pathétique. » Il a bondi sur ses pieds. « Espèce de petite garce. Tu vas regretter. » « Non, l'ai-je coupé, ma voix montant d'un cran. C'est vous qui allez regretter. Vous avez saboté ma carrière. Vous m'avez empêché de partir, de m'épanouir, pour me garder ici comme votre bonne à tout faire, votre banque personnelle. » Enfin, j'ai regardé ma mère. Elle pleurait en silence, le visage caché dans ses mains. « Et toi, maman? Tu es la pire de tous. Parce que tu as vu. Tu as tout vu. Et tu as laissé faire. Ton silence a été ton consentement. Tu n'as pas protégé ta fille. Tu as protégé ton confort. Tu n'as aucune preuve de tout ça, a tenté de dire mon père, retrouvant un peu de voix. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Vous plaisantez? Tout est là. J'ai tapoté le dossier sur la table. Et les originaux sont en sécurité chez mon avocate. Voici le marché. Vous signez une reconnaissance de dette pour les 50 000 € et pour les sommes détournées par Augustin. Vous me laissez tranquille. Vous disparaissez de ma vie. En échange, je n'irai peut-être pas voir la police. Mais si vous refusez, si vous essayez quoi que ce soit, je vous jure que je passerai les 10 prochaines années de ma vie, s'il le faut, à m'assurer que vous payez pour ce que vous avez fait. Je les ai laissés là, au milieu de leur salon confortable, avec les preuves de leur noirceur étalées sous leurs yeux. En sortant, j'ai laissé ma clé sur la table de l'entrée. Un geste symbolique. Je n'appartenais plus à cet endroit. Le lundi suivant, chez Maître Renaud, elle m'a appris que leur avocat avait appelé. Ils acceptaient de négocier. Ma démonstration de force avait fonctionné. C'est à ce moment-là qu'elle m'a tendu la lettre de ma grand-mère. En lisant ces mots, j'ai compris d'où me venait cette force soudaine. Elle ne venait pas de la haine. Elle venait de l'amour. L'amour d'une femme qui avait cru en moi avant même que j'apprenne à croire en moi-même. Cette lettre, et le fonds de 15 000 € qui l'accompagnait, n'étaient pas juste un héritage. C'était un kit de survie. Un bouclier. Le bouclier de Madeleine. Et j'en aurais besoin, car je savais qu'Augustin, l'enfant roi déchu, ne pardonnerait jamais l'humiliation que je venais de lui infliger. Sa vengeance serait d'une autre nature, plus sournoise et plus vicieuse. L'accord a été signé une semaine plus tard. Une reconnaissance de dette officielle, notariée. Mon père s'engageait à me rembourser les 50 000 €, et Augustin, les 4 280 € que j'avais méticuleusement calculés. Il n'avait pas le choix. C'était ça, ou la plainte au pénal. J'étais légalement libre. Mais la liberté émotionnelle était une autre histoire. J'ai utilisé une partie des 15 000 € de ma grand-mère pour louer un petit local commercial dans un quartier passant. Je voulais que mon projet, l'envol d'Éléonore, ait une vitrine, un lieu physique où les femmes pourraient venir chercher de l'aide.
J'ai créé un site web simple, j'ai imprimé des flyers. J'ai commencé à donner des consultations gratuites pour aider les femmes à y voir plus clair dans leurs finances, à repérer les signes d'abus économiques. Au début, tout semblait aller pour le mieux. J'avais quelques clientes, des femmes aux histoires poignantes qui me rappelaient que je n'étais pas seule. Je me sentais enfin à ma place, utile. Je reconstruisais ma vie sur les ruines de l'ancienne. Je pensais naïvement que, l'accord signé, ils allaient me laisser tranquille. Quelle erreur! Augustin n'avait pas digéré l'humiliation. S'il ne pouvait plus m'atteindre financièrement, il allait s'attaquer à ce que je construisais, ma réputation. La première attaque a été subtile. Un commentaire négatif sur la page Facebook de mon association. Très déçu. Donne des conseils dangereux. À fuir. Je l'ai ignoré. Une cliente mécontente, ça peut arriver. Mais le lendemain, il y en avait 3. Puis 10. Des profils manifestement faux, créés la veille, sans photo, sans amis. Leurs commentaires étaient tous similaires, utilisant les mêmes mots-clés, incompétente, escroc, profiteuse. Ensuite, ma fiche Google My Business a été ciblée. En 72 heures, ma note est passée de 5 étoiles à 1,3. Les commentaires étaient d'une violence inouïe, inventant des scénarios catastrophes où j'aurais poussé des femmes au surendettement. C'était l'œuvre d'un professionnel. Ou du moins, de quelqu'un qui comprenait comment fonctionnaient les algorithmes. C'était la signature d'Augustin. Le harcèlement est monté d'un cran. Mon site web a commencé à subir des attaques par déni de service, le rendant inaccessible pendant des heures. J'ai commencé à recevoir des emails anonymes, de plus en plus menaçants. Ils ne contenaient pas seulement des insultes, mais des détails sur ma vie privée. On sait que tu habites à Saint-Cyr, jolie petite voiture que tu as là, ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. La peur, cette vieille ennemie que je croyais avoir vaincue, a refait surface. J'étais de nouveau la cible, mais cette fois, le champ de bataille était virtuel, et l'ennemi était invisible. J'ai contacté un expert en cybersécurité. Son diagnostic était sans appel, c'est une attaque coordonnée, madame. C'est quelqu'un qui vous en veut personnellement. Ça va vous coûter cher de tout sécuriser. De l'argent que je n'avais pas. J'étais épuisée. Physiquement, mentalement. Je passais mes nuits à signaler les faux profils, à répondre aux commentaires haineux, à surveiller mon site. Les nouvelles clientes se faisaient rares. Qui voudrait faire confiance à une conseillère avec une réputation en ligne aussi désastreuse? Le projet de ma vie, mon envol, était en train de s'écraser avant même d'avoir décollé. Un soir, assise seule dans mon bureau, j'ai fondu en larmes. J'ai tout envisagé. Fermer boutique. Déménager. Changer de nom. Disparaître. Augustin avait gagné. Il avait réussi à me faire sentir de nouveau impuissante, seule et terrifiée. Il avait détruit mon projet, et il était en train de détruire mon moral. J'étais à bout. J'ai pris mon téléphone, prête à appeler Maître Renaud pour lui dire que j'abandonnais, que je voulais juste la paix. Mais en cherchant son numéro, mon doigt a glissé sur la photo de ma grand-mère, que j'avais mise en fond d'écran. Son sourire doux et ses yeux pétillants de malice. Je l'ai entendu me murmurer à l'oreille, comme elle le faisait quand j'étais enfant et que je tombais de vélo, ce n'est qu'une égratignure, mon oiseau. Relève-toi. Montre-leur que tu sais voler. Une égratignure. Ce n'était pas une égratignure, c'était une blessure ouverte. Mais elle avait raison. Je ne pouvais pas abandonner. Pas après tout ce que j'avais traversé. La haine d'Augustin était son problème, pas le mien. Mais la manière dont j'y répondais, ça, c'était ma responsabilité. Il voulait jouer dans la boue? Très bien. Mais moi, j'allais me battre avec la lumière. Et une idée, aussi folle que dangereuse, a commencé à se former. Il voulait rendre mon histoire publique? J'allais le prendre au mot. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Mon idée était simple, mais risquée. Au lieu de me battre contre chaque faux commentaire, au lieu de jouer au chat et à la souris dans l'ombre numérique, j'allais tout exposer.
J'allais transformer son arme, le harcèlement en ligne, en mon propre bouclier. J'ai passé un week-end entier à ne pas dormir. J'ai méticuleusement documenté chaque attaque. J'ai fait des captures d'écran de tous les faux profils, de tous les commentaires haineux. J'ai compilé les rapports de plantage de mon site web. J'ai créé un dossier numérique que j'ai nommé « Opération Transparence ». Ce n'était plus seulement mon combat, ça allait devenir un cas d'école. Le lundi matin, j'ai contacté Clara Duval, une journaliste et blogueuse influente que j'admirais. Elle était spécialisée dans les questions de droits des femmes et de violence numérique. Je savais quelle était ma meilleure chance. Je lui ai envoyé un email qui venait du cœur, sans fioriture. Je ne lui ai pas raconté mon drame familial en détail. Je me suis concentrée sur les faits actuels. Chère Madame Duval, je suis la fondatrice d'une petite association à Tours qui vient en aide aux femmes victimes d'abus financiers. Depuis sa création, je suis la cible d'une campagne de cyberharcèlement d'une violence et d'une organisation rare. Le but est clairement de me faire taire et de détruire mon initiative. J'ai décidé de ne pas être une victime silencieuse. Je crois que mon cas peut servir à illustrer les méthodes utilisées pour intimider les femmes qui osent prendre la parole. Je mets à votre disposition l'intégralité de mon dossier Opération Transparence. Si vous jugez cette histoire pertinente, je suis prête à témoigner. Cordialement, Éléonore Martin. J'ai joint le dossier en pièces jointes et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis, j'ai attendu. Chaque heure qui passait était une torture. Et si elle ne me répondait pas? Et si elle pensait que j'étais une folle paranoïaque? La réponse est arrivée le lendemain. Un simple message, votre dossier est accablant. Je suis à Tours demain. Soyez disponible. Notre rencontre a eu lieu dans un café discret. Clara était exactement comme je l'imaginais, directe, intelligente, sans pitié pour les injustices. Elle m'a posé des questions précises pendant 2 heures. À la fin, elle a fermé son carnet. Éléonore, votre histoire est plus qu'un simple cas de harcèlement. C'est un symbole. On va la raconter. Son article a été publié 2 jours plus tard sur son blog, qui était hébergé par un grand média national. Le titre était percutant, « J'aide les femmes à se libérer, alors on essaie de me détruire, le combat d'Éléonore ». L'article était une merveille d'écriture. Il ne nommait jamais Augustin, se contentant de parler d'un « proche malveillant ». Mais il détaillait, avec les captures d'écran à l'appui, toute la stratégie de harcèlement. Il présentait l'envol d'Éléonore non pas comme une entreprise chancelante, mais comme une cause à défendre. L'article se terminait par un appel à l'action, non pas pour me donner de l'argent, mais pour soutenir la visibilité de mon association en laissant de vrais avis positifs et en partageant l'article. L'effet a été sismique. En quelques heures, mon histoire est devenue virale. J'ai reçu des centaines, puis des milliers de messages de soutien. Des femmes de toute la France partageaient leurs propres expériences. Des associations m'ont contacté pour créer des partenariats. Des avocats spécialisés m'ont proposé leurs services pro bono. Ma page Google, autrefois un champ de ruines, est devenue un mémorial de la solidarité. Des milliers d'avis 5 étoiles ont été publiés, noyant les faux commentaires sous un raz-de-marée de bienveillance. Courage Éléonore, votre combat est le nôtre, merci pour ce que vous faites. Augustin, dans sa tentative de m'isoler et de me détruire, avait réussi l'exploit de me donner une voix plus forte et une communauté plus large que je n'aurais jamais osé en rêver. Chaque faux avis qu'il avait posté était devenu un tremplin pour ma cause. Je n'ai plus jamais reçu un seul message de harcèlement. Il avait compris. Dans sa guerre de l'ombre, j'avais répondu par une explosion de lumière. Et face à la lumière, les créatures comme lui n'ont d'autre choix que de retourner se cacher sous leurs pierres. J'avais gagné. Définitivement. Quelques semaines plus tard, alors que je triais le courrier de l'association, mon assistante m'a tendu une enveloppe. Celle-ci est pour vous, personnellement. Elle a été retournée de votre ancienne adresse. Je l'ai prise, intriguée. L'expéditeur était une agence immobilière. Le destinataire était Monsieur et Madame Gérard Martin. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. C'était l'épilogue. Le point final de leur histoire, et le début véritable de la mienne. L'enveloppe contenait un avis d'expulsion.
La reconnaissance de dette qu'ils avaient signée était une bombe à retardement. Incapable de rembourser la banque pour le prêt frauduleux et de me payer les mensualités convenues, la procédure de saisie de la maison avait été enclenchée. Le document que je tenais entre les mains était l'acte final, ils avaient un mois pour quitter les lieux. Je suis resté un long moment à regarder ce papier. Je ne ressentais ni triomphe, ni joie mauvaise. Étonnamment, je ne ressentais presque rien. Juste le constat froid d'une fin inévitable. C'était comme regarder un arbre pourri s'effondrer sous son propre poids. On sait que ça va arriver, et quand ça arrive, c'est juste un fait. Ils avaient semé le vent de la malhonnêteté et de la cruauté, ils récoltaient la tempête de la conséquence. Les nouvelles de leur déchéance me sont parvenues par la suite, par des chemins détournés. Un appel de ma tante Sylviane, qui gardait un œil distant sur la situation. Ils avaient perdu la maison, vendue à un prix dérisoire aux enchères. Ils avaient dû emménager dans un petit T2 en location, dans un quartier qu'ils auraient autrefois qualifié de « populaire ». Leurs amis, importants, ceux avec qui mon père aimait tant se montrer, les avaient abandonnés. Le vernis social avait craqué, révélant le vide en dessous. Augustin, lui, a payé d'une autre manière. L'histoire de l'article de Clara Duval était remontée aux oreilles de son entreprise. Même si son nom n'était pas mentionné, les détails étaient assez précis pour que ses collègues fassent le lien. Il n'a pas été licencié, mais sa promotion a été annulée. Il a été mis au placard. L'enfant prodige était devenu un paria. Ajoutez à cela, son fichage à la Banque de France pour les irrégularités sur le compte joint l'empêchait de souscrire le moindre crédit. Lui qui aimait tant le paraître, les voitures de luxe et les gadgets dernier cri, était condamné à une vie de discrétion forcée. Je n'ai jamais cherché à avoir de leurs nouvelles. Leur monde n'était plus le mien. Mon monde, c'était l'envol d'Éléonore. L'association a grandi au-delà de mes espérances. L'attention médiatique a attiré des dons. J'ai pu embaucher une juriste et une psychologue à temps plein. Nous avons créé des ateliers, des groupes de parole. Chaque jour, je voyais des femmes arriver, le regard éteint, et repartir quelques semaines ou quelques mois plus tard, la tête haute, un plan d'action à la main. Leur victoire était mes victoires. Ma cicatrice était devenue ma force, et ma force était devenue leur espoir. Parfois, la nuit, quand le silence se fait, je pense à eux. Je pense à la famille que j'aurais pu avoir. Une pointe de tristesse me serre encore le cœur. C'est le deuil d'un amour qui n'a jamais existé. Mais cette tristesse ne dure jamais longtemps. Elle est balayée par un sentiment de gratitude immense. Gratitude envers ma grand-mère, qui a vu la lumière en moi. Gratitude envers ma tante, qui a été ma messagère. Et, étrangement, gratitude envers mes parents et mon frère. Car sans leur noirceur, je n'aurais jamais découvert ma propre lumière. Ils ont voulu me mettre en cage, mais ils m'ont forcé à construire mes propres ailes. Ma vie aujourd'hui est riche. Riche de sens, de rencontres, de combats qui en valent la peine. J'ai appris que le pardon n'est pas nécessaire pour avancer. La paix, oui. Et ma paix, je l'ai trouvée non pas en oubliant le passé, mais en le transformant. La leçon la plus importante que j'ai apprise, et que je veux partager avec vous aujourd'hui, est la suivante: ne laissez personne définir votre valeur. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes trop petit, trop faible ou trop insignifiant pour voler de vos propres ailes. Votre vie vous appartient. Les chaînes les plus solides ne sont pas celles que les autres nous mettent, mais celles que nous acceptons de porter. Avez-vous, vous aussi, dû vous battre pour votre indépendance, qu'elle soit financière ou émotionnelle? Partagez un morceau de votre histoire dans les commentaires. Vos mots peuvent être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin dans l'obscurité. Si cette histoire vous a touché, merci de laisser un « j'aime » pour soutenir mon travail et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits. Votre soutien est précieux. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention.